Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, voilà, une nouvelle vidéo. J'aurais voulu la sortir il y a quelques jours pour la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, mais il m'est arrivé quelques petits problèmes, notamment avec ma caméra. Donc la qualité risque d'être un petit peu moins bonne que d'habitude, mais on s'en fout, on n'est pas là pour faire de l'image, mais pour se raconter des histoires. Donc je vous laisse voir l'état de mon outil de travail principal, qui était mon téléphone, qui me servait de caméra. Donc il a chu et du coup il ne me permet plus de filmer. Donc j'utilise un autre téléphone pour le moment. Bref. Et vous remarquerez aussi que le décor a changé parce que, évidemment, un problème n'allant jamais seul, le trépied que j'utilisais a rendu l'âme lui également. Voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de technique ou de spécificités propres à l'autisme. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Victor. Alors, qui est Victor? L'histoire de Victor est celle d'un enfant qui est considéré aujourd'hui comme le premier enfant répertorié comme autiste. Alors la culture s'est saisie de son histoire avec le titre de Victor, l'enfant sauvage. Donc notre histoire se déroule à une époque où tout ce qui touche aux souffrances psychologiques est classifié par Philippe Pinel. En fait, on parlait plutôt de démence et d'idiotie. Ouais, vraiment. En même temps, on remet le contexte, on est à la fin du XVIIIe siècle. Philippe Pinel est un médecin qui est considéré comme étant un des fondateurs de la recherche sur les troubles mentaux. Il étudie l'influence de l'hérédité sur l'évolution de ces troubles et il considère que les causes morales sont les plus probables de l'aliénation. C'est-à-dire que pour lui, c'est en partie dû à l'éducation, aux institutions politiques et religieuses, aux mœurs, etc. Il n'est pas le seul à travailler sur la question à partir de ce postulat. En 1826, Félix Voisin c'est son nom, c'est pas le mec qui habite à côté de chez moi, un psychiatre et neurologue français, publie un livre intitulé Des causes morales et physiques des maladies mentales, dans lequel il fait le lien entre maladie mentale et liaison du cerveau. Alors vraiment, il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, on avait tout à découvrir sur le cerveau. Félix Voisin dit lui-même dans ce livre que les techniques dont il dispose à l'époque sont limitées. Il évoquera également la question de l'hérédité et il dit aussi, je cite, « croire en la spiritualité et la moralité de l'âme ». D'ailleurs, au XIXe siècle, en se basant sur les travaux de Pinel, d'autres aliénistes, c'est le nom des médecins qui travaillaient sur la question des aliénations, ont continué à réfléchir à ces concepts et notamment à la question de l'hérédité. Et ils en sont venus à la considérer comme un facteur clé dans le développement des troubles mentaux. Alors depuis, cette approche a été revue. Et bien qu'elle soit fondée pour certaines maladies mentales, et là je vous renvoie vers ma précédente vidéo pour comprendre la différence entre maladie mentale et troubles cognitifs, l'approche de l'hérédité n'est pas généralisée à toutes les maladies ou à tous les troubles. Voilà, le cadre est posé, vous savez à peu près comment était abordée la question des maladies et des troubles mentaux à l'époque de notre histoire. Nous sommes donc en 1798, dans une forêt de l'Aveyron. Des hommes, apparemment des chasseurs, tombent sur un enfant qui est seul, nu, voûté, sale. Les hommes essaient de s'en approcher, mais l'enfant réussit à se sauver et il sort alors de la forêt. Il est retrouvé quelques jours plus tard dans la petite ville de Saint-Seurin-sur-Rance, se cachant dans l'atelier d'un teinturier. Les premières observations le décrivent comme marchant à quatre pattes, il ne parle pas et il fait des gestes étranges, désordonnés. Dans un premier temps, il est hébergé dans un orphelinat. Son histoire se fait connaître, probablement par le bouche à oreille ou encore la presse locale, dans l'Aveyron d'abord, puis dans la France entière. Et certains y voient là une excellente opportunité pour tester des nouvelles thèses sur l'éducation morale. Alors, j'ai pas l'info de qui a décidé de son prénom, mais il sera nommé Victor. Il semblerait qu'il ait entre 11 et 12 ans lorsqu'il est retrouvé. On essaie au départ de l'éduquer, de le contenir, ou encore on essaie de communiquer avec lui. Mais on fait face à différents échecs.
et il est décidé de le transporter de l'Aveyron à Paris, sous l'ordre du ministre de l'Intérieur. Victor arrive donc à Paris et il est vu par le docteur Pinel qui va l'examiner. Il dit du jeune enfant que ses sens sont peu aiguisés et qu'il ne manifeste pas d'attention, sauf pour ce qui concerne ses besoins. Il dit de Victor qu'il est dépourvu de mémoire, de jugement et d'aptitude à l'imitation. Il ne peut pas communiquer avec lui et Victor peut passer sans raison apparente d'un état de tristesse à des éclats de rire sans modération. Pinel en conclut que sa vie est purement animale et qu'il est probablement atteint d'idiotisme et que c'est incurable. C'est à ce moment-là qu'un de ses élèves, Jean Itard, qui ne partage pas son avis, notamment sur l'aspect incurable, se passionne pour le petit Victor et propose au docteur Pinel de conduire une expérience pour prouver que le petit Victor peut être éduqué moralement. Il pense en fait que l'état de cet enfant est dû à son absence de socialisation et il entreprend de l'intégrer à notre vie sociale. Une grande partie de sa méthode repose sur ce qu'on appelle le conditionnement, avec des épreuves et des récompenses. On reviendra sur cet aspect de l'accompagnement par la récompense dans une prochaine vidéo. Mais la technique est toujours utilisée et très efficace de nos jours. Itard travaille en lien avec la gouvernante de l'hôpital, Madame Guérin. Il s'occupera du conditionnement et de la sensibilisation de Victor. Elle s'occupera de la vie quotidienne. Il dira d'elle d'ailleurs qu'elle a la patience d'une mère et l'intelligence d'une institutrice éclairée. Petit à petit, Victor s'attache à Madame Guérin, notamment parce que Itard la met dans ce qu'il appelle une position maternelle, s'attribuant un rôle plus éducatif et moins dans l'affectif. Il peut être parfois autoritaire. Il dira aussi que l'amitié qu'a Victor pour lui est beaucoup plus faible et il considère que c'est comme ça que ça doit être. On est donc bien loin de la technique dite du pairing, qui dans les grandes lignes consiste à jouer avec l'enfant, à entrer dans ses centres d'intérêt, partager des moments ludiques, pour ensuite lui donner l'envie de travailler avec nous. Itard souhaite également multiplier les interactions sociales de Victor, à qui il fait côtoyer une jeune fille de son âge estimé, une voisine et des amis à lui. Itard commence à travailler la sensibilisation du corps de Victor, parce qu'il se rend compte qu'il est insensible à la chaleur et au froid. Il est aussi indifférent au bruit fort ou inconnu, mais une simple noix qui tombe peut le faire réagir. Rapidement, Victor va commencer à avoir des maladies, des virus, et Itard met ça sur le compte de sa socialisation sur le corps. Effectivement, auparavant, il était protégé des virus parce qu'il n'y était pas exposé. À partir de là, Itard entreprend des travaux sur la communication. Il veut apprendre à Victor à communiquer. Au début de son accompagnement, Victor développe rapidement un langage que Itard qualifiera de langage d'action. C'est-à-dire que Victor agit pour communiquer. C'est par exemple le fait de tendre une assiette pour avoir à manger, ou alors de repousser des personnes jusqu'à la porte pour ne plus les voir. Itard considère ce langage comme contre-productif au langage parlé, comme un obstacle à un vrai langage parlé pour Victor. Il part du principe qu'il permet à Victor de signifier ce qu'il souhaite au niveau de ses besoins, mais pas de ce qu'il désire. On ne va pas juger la pertinence de ce postulat, mais quoi qu'il en soit, Itard tente malgré tout de faire accéder Victor au langage parlé. Et il parvient à lui faire dire son premier mot, qui est « lait ». Dans un premier temps, Itard est très content de ce résultat, mais très vite, il va relativiser parce qu'il va se rendre compte que ce mot n'est pas exprimé dans une demande, dans un souhait, mais plutôt dans un commentaire. Victor a dit « lait » parce qu'il avait du lait. Il commente un plaisir. Et ça, pour Itard, ça ne correspond pas à la fonction du langage. Ce qui est étonnant ici, c'est que pour certaines méthodes d'apprentissage d'un langage traditionnel ou adapté, la demande de choses désirées, de choses aimées, est considérée comme la base de la communication, alors que le commentaire est une compétence avancée. Après un travail de plusieurs années, Victor fait par la suite des progrès conséquents. Il maîtrise une pratique du langage avec des supports écrits. En 1806, Itard décide d'arrêter l'éducation de Victor parce qu'il considère qu'il lui faut une éducation spécialisée qu'il n'est pas capable de lui donner. En plus, il constate que les progrès de Victor sont aléatoires, avec des régressions plus ou moins rapides.
Il y a des intellectuels et des scientifiques qui reprochent à Itard d'avoir été trop ambitieux avec Victor, et ils le qualifient même d'anticonformiste. Mais il faut retenir que les travaux d'Itard avec Victor et leurs limites montrent l'importance de la sociabilité primaire et de l'éducation dans la construction individuelle d'une personne, ainsi que son rapport aux autres. Alors même s'il a décidé d'arrêter l'éducation de Victor, et ça à contre-cœur, il demande à ce que Victor ne soit pas abandonné. Par la suite, c'est Madame Guérin, donc la gouvernante, qui poursuit l'éducation de Victor. Victor mourra dans l'indifférence collective d'une pneumonie en 1828 à environ 42 ans. L'origine de Victor est sujet à controverse, notamment lors de sa découverte. Quand il a été capturé dans la forêt, le professeur d'histoire naturelle et naturaliste Bonater met en doute la théorie qui disait que Victor avait toujours été un enfant sauvage. Pour appuyer ses doutes, il remarque que Victor, qui est censé n'avoir mangé que des racines et d'autres végétaux crus, a des comportements qui contredisent cette opinion. Lorsque Bonater lui présente plusieurs types d'aliments, crus et cuits, Victor les rejette tous sauf les pommes de terre, et qu'en plus de ça, il les jette au feu pour les faire cuire. Victor, qui ne sait pas faire de feu, préfère pourtant les légumes cuits. Mais aussi, les légumes que Victor mange ne poussent pas dans les forêts, mais dans les champs et les jardins, comme les pommes de terre ou les navets. Victor ne craint pas le feu, il s'en sert même pour se réchauffer. Bonater remarque aussi que Victor semble avoir subi des sévices. Une grande partie de son corps est recouvert de cicatrices, dont la plupart semblent avoir été faites par des brûlures, dont certaines sont sur son visage. Et une cicatrice de 4 cm sur son larynx semble avoir été faite par une lame tranchante. Pour alimenter le doute sur la notion d'enfant ayant vécu toute sa vie à l'état sauvage, un chirurgien, Serge Aroles, entreprend 150 ans plus tard de confronter l'ensemble des données existantes sur Victor avec des dizaines d'autres cas d'enfants sauvages de par le monde. D'après lui, les cicatrices sur le corps de Victor ne sont pas celles d'une vie dans les bois, mais celles d'une maltraitance humaine. Il en conclura que Victor n'est pas un enfant sauvage, mais assurément un enfant martyr. Jean Itard et ceux qui ont travaillé ou observé Victor au début le décrivent comme ayant des mouvements spasmodiques. Il peut mordre et griffer en cas de frustration. Il ne semble pas avoir d'attention pour quoi que ce soit, mais plutôt être indifférent. De plus, il ne semble pas avoir d'affection pour les personnes qui s'occupent de lui au début de ses observations. Pour beaucoup, dans ces descriptions, on y retrouve 3 éléments qui peuvent décrire des comportements rattachés à l'autisme. Je parle ici de la sphère comportementale, comme des gestes répétitifs, les intérêts restreints ou encore la difficulté à entrer dans une interaction sociale ou enfin cette énorme difficulté qu'avait Victor pour communiquer, déjà par le langage mais aussi par les signes. Quand Jean Itard confectionne un programme d'éducation basé notamment sur l'imitation pour tenter de permettre à Victor d'acquérir une forme de sociabilité, c'est une tentative qui a tout de même été historique par l'envie d'éduquer les enfants qui étaient dénommés à l'époque comme des idiots incurables. Cette démarche a permis de mettre en évidence l'importance mais aussi la difficulté d'amener ces enfants à communiquer et de les inscrire dans une socialisation. Itard est donc un précurseur de l'intervention précoce. Ces travaux ont permis de mettre en avant le concept de fenêtre développementale, c'est-à-dire que certaines acquisitions doivent avoir lieu au début du développement. Si on prend l'exemple du langage, le petit Victor avait dépassé en quelque sorte cette fenêtre développementale de l'acquisition du langage. Les travaux auprès de Victor ont ensuite motivé les professionnels à intervenir plus tôt pour pouvoir aider à transmettre les outils, à créer des outils de communication et d'interaction sociale. On parle ici des prémices de l'intervention précoce, qui fait consensus dans l'accompagnement des personnes avec TSA. Pour conclure, on peut dire que l'histoire de Victor a posé les pierres fondatrices de l'approche et de l'intérêt que les professionnels ont développé pour des enfants avec des souffrances psychologiques, avec les travaux de Pinel et d'Itard, dans le développement de la psychiatrie et du soin auprès de ces enfants. Tout ça va permettre d'affiner le regard sur ces enfants, d'affiner les méthodes pédagogiques et de commencer à décrire ce qu'aujourd'hui nous appelons les troubles du spectre de l'autisme. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé autant que cette histoire est importante
dans ce qu'elle a apporté à tout ce qui est fait de nos jours. Régulièrement, je vais essayer de vous raconter l'histoire de personnes qui ont contribué de près ou de loin à faire évoluer le regard de l'autisme, les techniques d'apprentissage ou qui ont permis une meilleure compréhension des particularités de l'autisme. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Ciao.